En dépit de notre bonne foi et de notre volonté inébranlable de privilégier la voie diplomatique, la situation sécuritaire à l'Est s'est gravement détériorée. Des groupes armés, notamment le M23, soutenu directement par le Rwanda, continuent de semer la terreur dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, forçant des millions de personnes à fuir leur foyer ou s'entasser dans des camps de réfugiés. The person who is causing problems in this situation I'm talking about between Rwanda and DRC has never, twice, been elected. Nous avons fait le choix irréversible de bannir la dictature et de construire une démocratie véritablement inclusive. Contrairement à d'autres pays où les élections s'apparentent à des répétitions d'un scénario préécrit, avec des adversaires soigneusement choisis d'avance pour garantir un résultat inchangé. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous revenons sur le dossier de la guerre qui secoue la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23. Et cette semaine, ce que nous voulons évoquer, c'est la guerre médiatique et diplomatique qui se déroule entre les deux pays. Il s'agit en effet d'un énième épisode de ce feuilleton dramatique qui se déroule sous nos yeux dans cette région des Grands Lacs africains. Alors que ce conflit s'intensifie sur le terrain militaire, la guerre médiatique et diplomatique bat aussi son plein. Jeudi, le président rwandais Paul Kagame avait décidé de convoquer les représentants du corps diplomatique et consulaire accrédités à Kigali lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du Nouvel An. Au cours de son allocution, le chef de l'État rwandais est revenu sur ce conflit à l'est du Congo, a rejeté encore une fois les accusations de soutien au mouvement du M23 et s'en est pris violemment à son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi, qu'il a accusé d'être responsable de la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de son pays en refusant de négocier avec les rebelles. Il a employé des termes très durs et a mis en cause la légitimité même du chef de l'État congolais qui, pour lui, n'a jamais été élu. The person who is causing problems in this situation I'm talking about between Rwanda and DRC has never, twice, been elected. And you know it. You know it. But this is why I was saying it doesn't matter evidence, it doesn't matter facts, it doesn't matter the claim. It's just what you think applies to you for that moment, for your benefit. The rest doesn't matter. This man Tshisekedi was never elected first. He didn't at all. And you know it. So I'm not telling anyone, only that you don't talk about it publicly, I'm talking about it publicly. That's the only difference. I know leaders when I see them. I also know idiots when I see them. You can imagine the combination of both of them, the disaster it is. S'il est indéniable que les propos du président rwandais sont graves et violent toutes les règles des usages diplomatiques, il convient également
de s'interroger sur leur véracité. Affirmer sans honte ni vergogne que son homologue n'a jamais été élu, c'est évidemment une façon de s'immiscer dans les affaires internes de notre État souverain. À l'issue de l'élection de 2019, qui a vu le président Tshisekedi accéder au pouvoir, l'opposition, il est vrai, a crié au scandale et a dénoncé des fraudes massives. L'opposant Martin Fayulu continue jusqu'à ce jour de clamer haut et fort que c'est lui le véritable vainqueur du scrutin. Mais lors des dernières élections de décembre 2023, même l'opposition s'est inclinée et a reconnu la victoire du président sortant en la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi alors Paul Kagame affirme que son homologue n'a jamais été élu? C'est évidemment une façon de salir l'image du président congolais. Mais si ses partisans ont acclamé son discours belliqueux, plusieurs observateurs ont été scandalisés par cette provocation de trop et inutile qui n'apporte aucune valeur ajoutée au crédit de Paul Kagame. Mais suite à ces propos, il convient de rappeler à M. Paul Kagame la nature de son pouvoir, que beaucoup n'hésitaient pas à qualifier de dictature sanguinaire. À la tête de l'ancienne rébellion du FPR, le Front patriotique rwandais, Paul Kagame est entré dans la capitale rwandaise en juillet 1994 en enjambant des centaines de milliers de corps sans vie de ses compatriotes, tombés les uns sous les coups des auteurs du génocide contre les Tutsis, les autres massacrés sauvagement par les troupes de son même Paul Kagame. D'abord vice-président, Paul Kagame n'a eu aucun mal à écarter en douceur le président de façade qu'il avait placé à la tête du pays, qui s'appelait Pasteur Bizimungu, et c'était en avril 2000. Depuis lors, Paul Kagame dirige le Rwanda d'une main de fer et jouit d'un pouvoir sans partage, tandis que son peuple, opprimé, vit dans une peur sans fin. Le droit d'expression est inexistant et s'opposer à l'opinion du chef équivaut à la mort. Aux élections de 2003 et de 2010, Paul Kagame a enregistré un score stalinien allant jusqu'à 99%. À la fin de ces deux mandats, autorisés par la Constitution de 2003, Paul Kagame a fait modifier le texte constitutionnel en 2015 afin de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Voilà donc l'homme qui accuse son voisin de n'avoir jamais été élu. Son parcours est jalonné par d'innombrables crimes. Mais tout cela, Félix Tshisekedi le sait bien évidemment, parfaitement. Mais dans sa réponse samedi, lui aussi, devant les représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité à Kinshasa, il est resté poli et s'est contenté de rappeler que les dernières élections ont été libres et transparentes, contrairement à d'autres. 2024 avait débuté sous le signe de la confirmation de ma victoire et de celle de la coalition politique que j'ai conduite, l'Union sacrée de la nation, lors des élections générales de décembre 2023. Ce scrutin libre et transparent a permis au peuple congolais d'exprimer dans toute sa souveraineté sa confiance renouvelée en notre vision et notre projet de société. Cette confiance, je la considère comme un appel à ancrer durablement la justice, la paix et le développement au cœur de notre gouvernance. Fort de ce plébiscite populaire,
j'ai eu l'honneur, le 20 janvier 2024, de prêter serment pour un second mandat à la tête de notre nation. Ce moment, chargé de sens, témoignait de la vitalité démocratique de notre pays, où la légitimité du pouvoir réside dans les urnes et où la séparation des pouvoirs entre les institutions garantit un équilibre indispensable à la gestion de la chose publique. En République démocratique du Congo, nous avons fait le choix irréversible de bannir la dictature et de construire une démocratie véritablement inclusive. Contrairement à d'autres pays où les élections s'apparentent à des répétitions d'un scénario préécrit, avec des adversaires soigneusement choisis d'avance pour garantir un résultat inchangé, le processus électoral congolais est un espace ouvert où chaque voix compte, où chaque citoyen peut concourir et où l'opposition a sa place. Ce modèle, certainement perfectible, représente aujourd'hui une source d'inspiration pour de nombreuses démocraties émergentes en Afrique et dans le monde. Voilà donc la réponse mesurée du président Tshisekedi, qui n'a pas voulu suivre son homologue rwandais dans ces marécages dans lesquels il voulait l'entraîner. Mais si le président congolais prend de la hauteur, c'est qu'il sait qu'il est actuellement en position de force et que son action sur le plan militaire, sur le plan de la communication et sur le plan diplomatique est en train de porter des fruits. Il appelle en effet la communauté internationale de façon régulière à ne pas se contenter de condamner l'agression rwandaise, mais plutôt à prendre des sanctions contre le pouvoir de Kigali, comme il l'a d'ailleurs répété samedi lors des vœux du Nouvel An à l'endroit du corps diplomatique et consulaire accrédité à Kinshasa. L'annulation du sommet tripartite du processus de Luanda, prévu le 15 décembre 2024, du fait de l'absence du président rwandais et de l'introduction par la délégation rwandaise d'une nouvelle condition préalable, à savoir l'exigence d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23, témoigne du peu de considération accordée par nos voisins aux efforts de paix. Exiger un dialogue direct avec un groupe terroriste revient à légitimer des agissements qui violent nos lois et principes fondamentaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. D'après des sources concordantes, dans les chancelleries occidentales, la question de prendre des sanctions contre le Rwanda n'est plus un tabou. Bien informé, Paul Kagame le sait, et cela lui fait perdre des nerfs
d'où les propos provocateurs employés jeudi à Kigali contre son homologue congolais. Paul Kagame savait que le même jour, jeudi 16 janvier 2025, le médiateur et président angolais Joao Lourenço devait rencontrer à Paris le président français Emmanuel Macron, qui est l'un des principaux alliés de Paul Kagame dans le monde occidental. Joao Lourenço et Emmanuel Macron devaient entre autres échanger sur l'impasse du processus de Rwanda, dont l'échec est attribué au président rwandais Paul Kagame, qui a refusé de se rendre dans la capitale angolaise le 15 décembre 2024. La signature de l'accord de paix attendu entre les deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, n'a jamais eu lieu et les autorités congolaises ne manquent pas d'informer la communauté internationale les conditions de cet échec. Écoutez à ce propos la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Elle s'est exprimée à l'occasion de la rencontre qu'elle a eue avec les diplomates à Kinshasa. Nous avons expliqué au Rwanda que ce n'était pas sa place, en tant que pays voisin, d'imposer à la République démocratique du Congo un État souverain, comment elle avait à gérer des différends avec des groupes armés locaux, à savoir le M23. Nous avons aussi insisté sur notre pleine confiance dans la qualité des deux facilitateurs, à savoir celui du processus de Luanda et celui du processus de Nairobi, à engager des entretiens et des consultations avec le M23. Néanmoins, nous n'avons pas pu surmonter le défi. Et le Rwanda s'est monté intransigeant. Et donc, le facilitateur angolais, prenant acte de cette impasse, a proposé aux partis de laisser cette décision au niveau des chefs d'État, étant donné que l'accord avait été négocié dans son entièreté, à part cette provision liée au sort du M23. Pour la République démocratique du Congo, dans notre posture constructive, dans notre posture qui vise à trouver une fin à ce conflit, nous avons accepté cela, car nous étions aussi curieux d'entendre comment le Rwanda allait défendre son insistance par rapport à la tenue d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le M23. Et donc, nous avons offert au Rwanda cette occasion-là. Cependant, le Rwanda a fait volte-face et a décidé que dans de telles circonstances, il ne pouvait pas participer au sommet, le président rwandais ne pouvait pas participer au sommet, et a même changé de posture, allant initialement de la condition d'avoir un dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le M23, le Rwanda a proposé tout autre chose. Il a demandé qu'un tel dialogue précède tout éventuel sommet entre les chefs d'État et précède même la signature d'un éventuel accord. Et ce, à 1h du matin, le 15 décembre, jour du 10 sommet. Suite à cela, comme je l'ai dit, la facilitation a insisté sur le rôle des chefs d'État d'assumer eux-mêmes la responsabilité de trouver une décision sur cette problématique qui apparemment était bien trop complexe pour les ministres des Affaires étrangères que nous étions. Et c'est là que le Rwanda a annoncé qu'il ne participerait pas au sommet et s'est retiré à 2h du matin ou 1h et quelques sur la pointe des pieds. Nous n'avons même pas eu l'occasion d'avoir ou d'acter le déroulé de la réunion, comme il est coutume dans le processus de Luanda. Il n'y a pas de compte rendu qui documente justement la posture du Rwanda et que le Rwanda a défendu pendant plusieurs heures lors de cette dernière réunion. Paul Kagame savait donc que le médiateur Joao Lourenço et Emmanuel Macron parleraient du processus de Luanda lors de leur tête-à-tête. À l'issue des entretiens, les deux chefs d'État se sont contentés dans leur communiqué
d'appeler à la reprise des négociations au plus haut niveau entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Négociations de haut niveau entre les deux pays, cela signifie pour Paul Kagame aller rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi, ce qu'il n'a pas voulu faire le 15 décembre. Anticipant l'appel des présidents Macron et Lourenço, Paul Kagame a donc rejeté d'avance l'idée même d'une telle rencontre. Et nerveux, il s'en est pris, comme nous l'avons vu, violemment à son homologue, dont il a tenté de nier la légitimité. Dire que Antoine Félix Tshisekedi n'a jamais été élu, c'est affirmer à ses interlocuteurs que le M23 a le droit de combattre un pouvoir illégitime et que le Rwanda, dirigé par lui, Paul Kagame, a raison de soutenir une telle lutte. Dans sa déclaration de jeudi, le président Paul Kagame s'adressait donc à la communauté internationale de façon plus générale, mais en particulier à ses homologues, Macron et Lourenço, qui se rencontraient à Paris. Il a rejeté à demi-mot l'idée de rencontrer le président Félix Tshisekedi et a exigé que le pouvoir de Kinshasa ait des négociations directes avec la rébellion du M23. Mais alors, si Kigali n'a rien à voir avec le M23 comme il le prétend, pourquoi est-il donc intéressé par des négociations entre le mouvement rebelle et le gouvernement congolais? La question mérite d'être posée et la réponse est contenue même dans la question. Dans l'entretemps, les informations venant de l'Est de la République démocratique du Congo font état d'importants renforts militaires en provenance du Rwanda. Ce qui veut dire que le pouvoir de Kigali est décidé à continuer la guerre et n'entend pas s'engager dans le sens des négociations réclamées par plusieurs capitales occidentales. Avec son discours belliqueux de jeudi et l'envoi continu des troupes, le président rwandais semble décidé à imposer par la force sa volonté à l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa, de son côté, est déterminé à récupérer toutes les parties de son territoire occupées par le M23 et l'armée rwandaise. Nous verrons dans l'avenir comment la situation va évoluer. Mais la communauté internationale, comme le dit le président congolais lui-même, devrait prendre une part plus active dans la recherche d'une solution durable à cette crise, et s'il le faut, en prenant des sanctions contre les dirigeants rwandais impliqués dans cette agression. En rappelant que l'agression d'un pays contre un autre pays est un crime sanctionné par le droit international et que défendre son territoire, je parle bien évidemment ici de la République démocratique du Congo, est non seulement un droit, mais peut-être et surtout un devoir. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le dossier du jour. Nous voulions parler de cette guerre de l'Est de la République démocratique du Congo, guerre qui se déplace sur le terrain médiatique et diplomatique. Étant dans ses efforts de convaincre la communauté internationale, le pouvoir de Kinshasa semble gagner du terrain. Et cela énerve beaucoup les autorités rwandaises. En témoignent justement les propos belliqueux et provocateurs, scandaleux, que le président rwandais a tenu ce jeudi à l'encontre de son homologue, Félix Antoine Tshisekedi. Merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Merci et excellent dimanche à tous et à toutes.